Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, cette fois-ci avec une invitée que j'adore, Oriane Jurado. Oriane est naturopathe, également formée à différentes pratiques, mais elle n'a pas toujours été naturopathe parce qu'elle travaillait avant comme avocate. Je suis très honorée, Oriane, que tu sois avec nous aujourd'hui. On se connaît depuis plusieurs années. D'ailleurs, tu m'accompagnes à mes côtés dans ma formation de coaching. Je suis admirative de ton chemin et je suis très heureuse que tu aies accepté d'être avec nous et de partager un peu de qui tu es dans cet épisode. Bienvenue. Merci à toi de m'accueillir, merci à toi d'être effectivement dans ma vie depuis un petit moment déjà et merci pour tout ce que tu crées. Alors Oriane, est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots, nous dire qui tu es ? Avec plaisir, donc je m'appelle Oriane Jurado, je suis naturopathe et j'accompagne en collectif et en individuel celles et ceux qui souhaitent revenir à des habitudes de vie plus saines et plus simples pour retrouver leur pleine vitalité. Et tu fais ça en cabinet, sur Internet, les deux ? En cabinet, sur Internet, les deux. À Marseille pour ce qui est du présentiel. Et effectivement, sur Internet, avec des particuliers, mais aussi en entreprise. Et c'est un plaisir. Aujourd'hui, c'est aussi un plaisir de voir à quel point tu es alignée avec ta vie et à quel point ta contribution, c'est le prolongement de toi-même, en fait. Quand on te voit, c'est une évidence. Ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui t'a mis sur ce chemin ? Oui, effectivement, ça n'a pas toujours été le cas. Comme tu le disais, j'ai entrepris ce cheminement-là il y a quelques années, en 2016, alors que j'étais élève avocat dans un grand cabinet américain sur les Champs-Élysées et que je souffrais d'une thyroïdite d'Hashimoto. Pour celles et ceux qui peut-être connaissent pas, en substance, ça signifie que le corps sait plus vraiment placer la frontière du soi et du non-soi et qui commence à attaquer un organe, donc la thyroïde en l'occurrence, comme s'il s'agissait d'un corps étranger. Et donc j'étais dans un cercle vicieux où je détestais ce que je faisais professionnellement, mais où j'étais en parallèle trop épuisée physiquement et du coup mentalement pour ne serait-ce que réfléchir à d'autres possibles. Et donc j'étais dans ce mode de survie un jour après l'autre et j'arrivais même pas à envisager des éventualités autres que ce quotidien-là qui me désespérait. Et en fait, la naturopathie, ça a été une rencontre au hasard, au détour d'une conversation à la machine à café avec une collègue qui buvait une tisane, et c'était suffisamment rare dans ce milieu-là pour être souligné et intriguant. Et elle m'a expliqué que c'était sa naturopathe qui lui avait recommandé de limiter les excitants, etc. Et moi, à ce moment-là, j'étais dans un moment où l'approche de la médecine allopathique, c'était juste d'augmenter chaque fois les hormones de synthèse que je prenais de manière quotidienne, sans pour autant que je constate une quelconque amélioration de mes symptômes. Et donc, je me suis dit que j'avais pas grand-chose à perdre et j'y suis allée. Et là, ça a été une vraie révélation. Parce que jusqu'alors, on m'avait toujours plus ou moins dit que les maladies auto-immunes, c'est la faute à pas de chance, il y a rien à faire et puis c'est à vie. Et tout à coup, complètement par hasard, je me retrouvais face à quelqu'un qui m'expliquait que l'alimentation et que le stress avaient une influence sur le système hormonal. Quelqu'un qui me parlait de la relation entre le corps et l'esprit en faisant des liens entre des aspects de ma vie qui pour moi n'avaient rien à voir. Et qui du coup me disait qu'il existait tout plein de leviers que j'allais pouvoir décider d'actionner pour reprendre la main sur ma santé. Et ça, pour moi, ça a été complètement décisif. Je suis rentrée chez moi, j'ai revu mon alimentation, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire sur la puissance de la pensée, j'ai
consulté un psychosomatothérapeute que tu connais bien et qui m'a accompagnée pendant un temps. Et en l'espace de 6 mois, j'ai retrouvé suffisamment d'énergie pour pouvoir être prête à quitter le droit d'abord et à tenter d'autres expériences qui me faisaient plus envie. Ça a l'air facile comme ça. Est-ce que ça a été facile? Alors non, ça n'a pas été facile. Et il m'a fallu encore des étapes intermédiaires. J'ai commencé par travailler dans le milieu de l'art, dans les maisons de vente aux enchères avec des commissaires-priseurs. Et ça m'a amusé un temps. Ma santé, en parallèle, elle continuait à s'améliorer. Mais je sentais bien quand même que c'était qu'une étape intermédiaire et que j'étais appelée à plus de liberté. Et surtout qu'il y avait des choses que j'avais encore besoin de découvrir pour comprendre pourquoi j'étais tombée malade et comment retrouver mon équilibre, ou même le trouver tout court d'ailleurs. Et donc j'ai fini par m'inscrire en formation de naturo, en parcours intensif, tout en bossant en parallèle dans plusieurs restaurants un peu engagés à Paris pour pouvoir payer l'école. Et je crois que c'est à ce moment-là que ça a été le plus compliqué, en fait. C'est une fois que j'ai commencé l'école. Qu'est-ce qui a été compliqué? Je crois que j'ai vécu à ce moment-là une vraie désillusion. Parce que j'étais dans... en fait, la naturopathie, ça avait été pour moi merveilleux. Et donc, je m'attendais, en allant à l'école, à continuer d'explorer, à découvrir de nouvelles choses. Et en fait, j'ai pas vraiment trouvé dans ce cursus-là la vision holistique de la santé que j'espérais. Parce qu'on nous parlait beaucoup du corps, beaucoup des besoins nutritionnels, des différentes techniques de diététique, ce qui était très très intéressant. Mais j'avais le sentiment qu'on s'arrêtait un peu à mi-chemin et qu'on nous donnait assez peu d'outils pour tout le pendant plus psycho-émotionnel, qui était pour moi au moins aussi important. Et en fait, le stress et le volet émotionnel, ils étaient là en filigrane de tous les cours. Donc on nous expliquait bien les conséquences physiologiques du stress chronique, combien c'était délétère pour l'organisme. On nous disait effectivement que c'était un facteur essentiel, qu'il allait falloir prendre en compte, etc. Mais j'avais le sentiment qu'on nous disait pas vraiment comment et qu'on soulevait le problème sans vraiment jamais l'aborder sous l'angle des solutions. Et je me souviens que c'est à ce moment-là que je suis allée chercher ton secours, parce que je vivais à ce moment-là une deuxième perte de repères, à un endroit où je pensais trouver, du coup, une famille et des réponses. Ouais. Alors du coup, tu as continué à chercher, comme une enquêtrice ou comme une aventurière. Qu'est-ce que tu as découvert et où est-ce que tu es allée chercher? Et du coup, comme tu dis, j'avais besoin de trouver d'autres clés pour pouvoir aborder ce deuxième versant du métier. Et donc, je suis partie en Inde avec pour objectif de m'initier à la méditation. Et j'y suis allée dans un état d'esprit très occidental, avec une approche très axée sur la performance. J'avais ma petite to-do list. Je voulais aller à tel endroit, me former à telle technique, rencontrer tel maître. Il fallait rentabiliser mon séjour. J'étais vraiment dans une forme de course à l'apprentissage. Mais rapidement, je me suis rendu compte que ça allait. C'était pas en collectionnant comme ça, de manière superficielle, les méthodes, que j'allais trouver plus de sérénité et qu'il allait falloir se poser parce que c'est dans l'expérience que la transformation s'opère en vérité. Ouais, c'est courageux de ta part d'être allée en Inde chercher les informations comme ça. Et comment tu as fait pour baisser la garde du mental et accéder à l'espace de l'expérience? Alors, je l'ai pas baissé tout de suite. Je suis arrivée en Inde avec une valise entière de préjugés, notamment sur le yoga. Donc moi, je voulais pas en entendre parler parce que pour moi, le yoga, c'était un truc futile d'instagrammeuse en leggings, tu vois. Alors que moi, j'étais là dans une quête de guérison, un truc sérieux, quelque chose d'engagé, quoi. Et donc, j'étais là avec tous mes préjugés, mais le hasard des rencontres a fait que je me suis retrouvée dans un ashram où on enseignait que le yoga, c'était évidemment pas que les postures, c'était une discipline qui reposait sur 5 principes de vie qui étaient le mouvement, la respiration, le repos, l'alimentation et ensemble la méditation et la pensée positive. Et que tous ces outils-là étaient
des moyens pour passer de l'ego à l'âme. Et ça m'a parlé parce que ça faisait écho justement au pilier de la naturopathie qu'on a en commun, tout en étant très très concret. Et donc je me suis dit, bon, je vais arrêter un peu mon shopping spirituel et je vais voir un petit peu ce qui se passe ici pour apprendre. Mais une fois sur place, je continue à me dire, bon, moi je fais les asanas pour vous faire plaisir, mais je suis là pour le repos, l'alimentation, la méditation, la respiration, toujours dans une forme de résistance quand même. Donc j'étais la seule qui tirait la tête au moment des cours d'asana et qui par contre était la première assise tous les matins en cours de philosophie, prête à trouver toutes les réponses à mes interrogations existentielles. Voilà. Et alors, quand est-ce que tu as rendu la robe d'avocate pour et quitter ce côté scolaire? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou ça s'est fait en plusieurs fois? Eh ben, je crois que je l'ai pas quitté ce côté scolaire et qu'en fait, ça a été pour moi ma porte d'entrée. C'est-à-dire que je pense que dans ce monde du yoga, effectivement, il y a des personnes qui entrent par le corps. Moi, j'y suis entrée par la tête et par l'intellectuel. Et d'ailleurs, c'est un volet du yoga qu'on appelle le Raja Yoga. Et donc, moi, c'est par là que le changement s'est fait, c'est-à-dire par les livres, par la connaissance, et notamment dans ces fameux cours de philosophie qu'on avait chaque jour. Et cette philosophie qu'on appelle l'Advaita Vedanta, qui part du postulat que, au-delà du corps et des pensées, qui changent constamment, il y a le soi, il y a l'âme, ou un état de présence, qui lui est immuable et permanent. Et donc, c'est cette fameuse question qui es-tu, que je sais que tu connais bien et que tu poses parfois aux personnes que tu coaches. Cette question qui invite à se demander quel est le point commun entre celle que tu étais il y a 10 ans, il y a 20 ans, et celle que tu es aujourd'hui. Et quel est le point commun entre celle que tu es aujourd'hui et celle que tu seras dans 30 ans. Et quand tu commences à te poser cette question-là, en tout cas moi, quand j'ai commencé à me la poser, j'ai commencé à enlever des couches, petit à petit. Parce que le point commun, ça peut pas être le corps, ça peut pas être le corps qui a certainement changé depuis l'enfance et qui sera plus le même non plus à la fin de nos jours. D'ailleurs, à l'école, on nous donnait cet exemple-là de si tu te coupes le doigt, est-ce que tu seras un petit peu moins toi ? Évidemment pas, parce que toi, qui tu es, ça va bien sûr au-delà du corps. Et ça va aussi au-delà des pensées. Parce que de la même manière, nos considérations, elles évoluent avec le temps, et elles continueront d'évoluer, tandis que nous, on est cette constance qui assiste à cette évolution sans être affectée par elle dans notre essence. Et donc, ce qui est important dans cette approche-là, c'est que tu es, tout simplement, c'est la présence. Et ça, pour moi, ça a été infiniment libérateur. Ça fait du bien d'y revenir. Merci de nous y amener. Comment toi, tu te représentes cet état de présence ? Est-ce qu'il y a des caractéristiques de sensation ou d'état d'être ? Comment on sait qu'on y est ? Je crois qu'on sait qu'on y est. Bon, c'est propre à chacun, mais justement, quand on quitte l'espace du corps et quand on quitte l'espace des pensées et qu'on se rend compte qu'on malgré tout, on est toujours là. D'observateur. D'observateur, absolument. Et je disais que c'est libérateur, justement, comme tu le dis, parce qu'on se met à observer et que quand on observe, on découvre que tout passe, y compris, du coup, nos pensées. Et donc, on apprend effectivement à les observer, à les regarder venir et repartir comme des nuages, sans s'y attacher. Et quand on se prête à cet exercice-là, petit à petit, on s'habitue à se désidentifier. On cesse de s'identifier à elles, à nos pensées, parce qu'on peut tout simplement pas être justement à la fois l'observateur et l'observé. Et à la longue, de par ce décollement, on finit par cultiver une certitude qui est que les contrariétés auxquelles on fait face, elles ne dureront que pour un temps,
Et que bon, les intempéries sont ce qu'elles sont, évidemment, mais qu'au fond, leur importance, elle est toute relative, parce qu'on comprend que nous, on n'est pas la météo, mais qu'on est le ciel lui-même. Ça détend beaucoup de revenir dans cet espace. Et je peux me rendre compte, là, en m'y connectant avec toi, de la puissance que ça a aussi après, quand on quitte cet espace et qu'on revient dans la vie de tous les jours, même si je sais que c'est intéressant de travailler cet espace tout le temps et pas que sur le tapis de yoga et pas que sur le coussin de méditation, mais quand on a une maladie en particulier, je pense, tout à l'heure tu parlais d'Hashimoto, qui est quand même quelque chose qui n'est pas facile à vivre au quotidien, ça génère beaucoup de stress, et le stress, c'est donc un des facteurs de maladie les plus puissants. Et quand on arrive à avoir un espace de détente en soi, où on rejoint cette qualité d'observatrice et où on est plus tout le temps dans ce que moi j'appelle le front office, la personnalité, la vie qui continue de se déployer en fait. Mais quand on arrive à prendre un pas de recul, ça a un impact immense sur nos capacités de guérison. Qu'est-ce que ça a changé après pour toi dans ta vie de femme, dans ta vie d'humaine, dans ta vie de personne qui portait une maladie auto-immune aussi? Qu'est-ce que ça a transformé? T'as raison, je te rejoins tout à fait sur le fait que ça nous donne des clés pour mieux vivre sur le tapis, certes, mais surtout en dehors du tapis, ce qui est quand même considérablement plus intéressant, puisqu'on passe pas notre vie sur le tapis, sauf à décider de vivre une vie monastique. Et effectivement, ça nous guide dans le quotidien, parce qu'alors, le focus, il est moins sur ce que j'accomplis, ou sur même ce à quoi je ressemble, qui était pour moi, et puis j'imagine pour d'autres, une problématique. Et il est davantage sur combien je suis là, sur la qualité de ma présence, sur le fait d'être aussi présente que possible à ce que je fais, à ce que je vis, à l'instant où je le fais, à l'instant que je vis. Donc ça, déjà, c'est précieux, parce que ça nous donne une direction. Et cette notion de présence, elle est précieuse aussi parce qu'elle est universelle. C'est le point commun, forcément, donc on le disait, entre celle que tu étais il y a 10 ans et celle que tu seras à l'avenir, mais c'est aussi le point commun entre tous les êtres. C'est le plus petit dénominateur commun qui transcende toutes les différences. Et donc, avant d'être X ou Y, jaune ou vert, le point commun, c'est l'être, c'est qu'on est, et c'est qu'on a tous en nous cette force de vie sacrée, ce fragment du divin. Et ça aussi, ça nous donne une clé de guérison qui est extrêmement puissante. Dans ton dernier podcast, ou l'avant-dernier, ou un autre épisode, il y avait une de tes invitées, médecin, Coralie, je crois son prénom, qui rappelait qu'après une blessure, on n'avait rien besoin de faire pour que le corps cicatrise. Mais dans notre vie moderne, on a tendance à se donner beaucoup d'importance et à croire qu'il y a plein de choses qu'on doit faire ou acheter pour rester en santé. Et on oublie complètement que notre corps, il n'a pas attendu après notre cure de spiruline ou notre détox d'automne pour réaliser chaque seconde des centaines de miracles pour nous garder en vie. Et donc, je pense que c'est aussi dans cet espace-là qu'on touche du doigt une clé de guérison importante. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui, à une époque où on finit par croire que l'immunité, c'est un phénomène extérieur qu'on doit s'approprier, et où on oublie totalement qu'en fait, c'est inhérent à notre condition d'être vivant. Et que tout ce dont le corps a besoin, c'est juste qu'on arrête de lui mettre des bâtons dans les roues. Waouh, ça me parle. Donc ça veut dire que on pourrait mettre deux choses en parallèle. Si je comprends bien, quand on est observatrice de nos pensées, quand on est dans cet état de présence, la seule chose entre nous et la présence, c'est nos tempêtes émotionnelles, nos tempêtes mentales, c'est toute cette agitation. Et si on prend notre casquette de naturopathe, l'une et l'autre, on peut se dire la seule chose entre nous et la santé parfaite, la santé idéale, c'est aussi l'agitation, qui peut être de multiples
façons, en fait, cette agitation qui peut être mentale, cette agitation qui peut être émotionnelle aussi, mais cette agitation de trop manger ou trop fumer ou pas assez dormir ou toutes ces choses-là qui sont des barrières à la santé parfaite. Absolument. Ouais. Absolument. Et donc, ça nous donne un mot d'ordre aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'y ai trouvé un mot d'ordre qui est le mien et qui est celui que je partage aux personnes qui viennent me voir. C'est plus de simplicité. Je reprends les deux aspects que tu as évoqués, mais effectivement, pour le corps, c'est revenir à plus de simplicité, à plus de bon sens, à une alimentation qui nourrit au lieu de nous empoisonner, un repos suffisant pour que l'organisme puisse se nettoyer, réparer les tissus, recharger les batteries, à du mouvement pour une bonne circulation. Et comme tu l'as dit, pour l'esprit, plutôt que de chercher à acquérir en plus d'objets, plus de compétences, plus de relations, peut-être chercher de temps en temps où est-ce qu'on peut s'alléger de ce qui nous distrait, de ce qui nous empêche de profiter du moment, ce qui nous empêche de vivre en pleine conscience. Encore une fois, ça a l'air simple. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place dans ton quotidien? Parce que j'imagine que ça demande de la discipline. Et qu'est-ce que tu as mis en place, toi, dans ton quotidien? Je suis pas la reine de la discipline, pour être complètement honnête. Donc, je suis pas de celles qui, du coup, ont mis en place une routine matinale. Pas du tout. Je crois que j'ai pas vraiment de... Tu vois, j'ai pas de routine, j'ai pas de méthode. La seule chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est simplement d'observer ce qui est et de voir où est-ce que je peux apporter plus de simplicité. Tu sais, il y a une image qui revient souvent, c'est celle du sculpteur qui va non pas rajouter à la pierre, mais qui va lui retirer, avec l'idée que la beauté, elle se révèle quand on enlève ce qui est superflu. Donc oui, je crois que j'ai pas mis au point une méthodologie extraordinaire. Bah, finalement, si c'est questionner, qu'est-ce qui est en trop, tous les jours. Voilà, ouais, on peut le dire comme ça. Ce serait ça. C'est ça. Après, sans pour autant tomber dans une forme d'ascétisme total, comme tu le disais tout à l'heure, l'idée c'est quand même de vivre aussi dans cette incarnation. Mais en tout cas, de se poser la question face au choix, face à ce qui nous est proposé. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça me sert ? Est-ce que ça me nourrit ? Et choisir en fonction. Ouais. Essentiel. Essentiel. À quoi tu t'es raccroché quand ça a été plus difficile pour toi ? Est-ce qu'il y a eu des pratiques ou des choses ou une vision de quelque chose pour ta vie qui t'ont aidé à pas abandonner sur ce chemin de quête vers toi ? Pour ma part, quand il y a des turbulences, c'est effectivement souvent le mental ou les pensées qui reprennent le dessus. C'est les peurs. Et donc, dans ces cas-là, j'essaie autant que possible de revenir effectivement dans cet état de présence. Je trouve que l'outil le plus utile, enfin le plus puissant pour moi, c'est le souffle. Et donc créer ces espaces de respiration où, avant de prendre une quelconque forme de décision, on prend le temps de se sentir en vie. C'est très abstrait ce que je raconte. Est-ce que c'est avec une pratique de respiration particulière, empreinte au yoga par exemple, ou est-ce que c'est tout simplement prendre, tu vois, la casquette de l'observatrice et en tant qu'observatrice, observer la vie circuler en toi sous forme de la respiration? C'est plutôt le deuxième volet, oui. Parce qu'après, il y a des exercices de pranayama qui sont très puissants et qu'on peut utiliser dans le cadre d'un cours. Mais comme je te le disais, moi,
je crois que j'ai la valeur liberté très fort au cœur, y compris la liberté envers moi-même et envers les éventuelles règles que je pourrais m'imposer. Et donc c'est plutôt pour moi de l'ordre de sortir du mental en observant autour de soi et en soi la vie qui continue de suivre son cours, au-delà au-delà de l'impression que nous on peut avoir que le monde s'est arrêté ou je me rends compte que je parle beaucoup en métaphore, mais tu sais, il y a aussi cette métaphore d'être l'écran sur lequel la vie est projetée. Ouais. Et sur l'écran, il peut se passer des choses horribles, des incendies, des attentats. Pour autant, l'écran, lui, il reçoit tout ça sans jamais être affecté et encore moins détruit par ce qui est projeté en lui. Ouais. Et donc, je crois que c'est faire ce même travail de recul, de réaliser, comme je le disais tout à l'heure, qu'on est le ciel, qu'on est l'écran, et qu'on n'est pas les nuages ou l'image qui est projetée. Alors ça, il y a le fait de s'observer, respirer, et de se rendre compte effectivement que même quand on a l'impression que tout fout le camp, en vérité, notre corps, lui, il est toujours là en train de nous soutenir. Ça peut être aussi, évidemment, prendre le temps de passer sa tête par la fenêtre et de regarder que la vie continue. C'est sortir des drames qu'on se raconte en revenant à une vision plus globale, en fait. Ouais, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Ta vie, elle s'est énormément transformée quand tu as pris de la hauteur comme ça. Moi, je t'ai vu te transformer. Est-ce que comment dire est-ce que c'est inévitable de changer quand on réalise tout ça? Ou est-ce que tu crois qu'on peut quand même revenir à une ancienne façon de vivre tu vois? Je crois que ça dépend du besoin non assouvi qui a été à l'initiative de ce cheminement-là. Pour ma part, comme je te le disais, j'étais tellement dans une forme j'étais pas dans la vie. Donc, en fait, revenir en arrière, c'est pas possible. Donc, c'est toute une question de quel est le pourquoi qui nous a mis en mouvement. Et si ce pourquoi-là, il est suffisamment fort, je crois pas qu'il y ait vraiment de retour en arrière. Après, il y a tous les jours des moments où on vacille un peu et on se laisse prendre dans le dans la folie de cette vie, et c'est normal. Mais je crois qu'on n'est plus ébranlé dans notre essence comme on peut l'être quand on n'a pas connecté avec cet état de présence que rien ne peut atteindre. Ouais, je trouve aussi que moi aussi je me sens moins ballottée par la vie, par les mouvements de la vie, par les choses qui viennent de l'extérieur, et quelque chose qui est beaucoup plus sécurisant en fait à l'intérieur. Ouais. Est-ce que tu peux me dire comment tu vois que la vie t'a apporté des nouvelles opportunités, des synchronicités, de l'aide, à mesure que toi tu suivais de plus en plus ton chemin et ton cœur et que tu as appris à t'écouter? Qu'est-ce qui s'est passé? Une forme de fluidité, c'est-à-dire que j'avais l'impression avant d'avancer contre vents et marées et de me battre contre des moulins et de remonter la rivière à contre-courant et d'être toujours dans une forme de force et de combat et de violence contre des forces qui étaient bien plus fortes que moi, alors que maintenant j'ai l'impression d'être simplement juste je me suis retournée et je me laisse glisser et c'est beaucoup plus facile d'aller dans le sens de la vie que d'aller à rebrousse-poil de cette harmonie. Ouais. Et tu me partageais récemment que
t'avais eu des visions pour ta vie de choses que tu souhaitais voir arriver et Mhm. que aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, tu te dis, bah en fait, c'est arrivé avec aisance en fait. Ouais, des rencontres, des lieux. Euh, ouais, c'est assez dingue. Mm. Je pense que peut-être que je me trompe, mais je sens que c'est un peu ça quand même. C'est qu'il y a plein de gens qui savent que c'est possible, Mhm. d'autant qu'il y a énormément de personnes qui témoignent de ce chemin. Toi, moi, beaucoup de gens dans le monde qui témoignent de ce chemin. Mais qu'il y a la période du milieu qui fait très peur. La période de transition où on doit laisser ce qu'on connaît, toutes les choses avec lesquelles on était confortable mais qu'on n'aimait pas forcément, comme le métier d'avocate, comme une situation relativement confortable, un salaire tous les mois, etc. Ou comme peut-être parfois pour certaines personnes aussi des médicaments sur lesquels Mhm. ils comptent. Et puis après, entre les deux, il y a une période qui est inconfortable, où on ne sait pas trop ce qui nous attend, comme aller travailler dans des restaurants bio, comme faire des cures en santé naturelle pour voir si on peut réduire les médicaments, etc., si on se sent à l'aise, etc. Et donc, il y a tout ce truc d'inconfort qui est entre les deux, qui, je crois, freine énormément de monde. Comment toi tu fais, parce que tu accompagnes les gens au quotidien avec ta pratique de naturopathe, comment tu fais pour rassurer les gens sur cette période intermédiaire? Je crois que ça m'évoque plein de choses en même temps. Faut que j'arrive à ranger mes idées. Euh, je crois que pour moi, c'est beaucoup plus dur de subir sa vie que de prendre les risques nécessaires pour retrouver son pouvoir. Donc je pense que j'essaie de les inviter à regarder leur vie d'aujourd'hui et de juger en leur âme et conscience de ce qui leur apporte satisfaction ou non, et de pas perdre de vue qu'il y a une liberté qui sera toujours inaliénable, qu'importe le contexte, c'est celle du choix. Et c'est important de pas se raconter qu'il faut faire ceci, qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé de, parce que si on fait ça, c'est nous-mêmes qui nous privons de ce libre arbitre qui est fondamental. Donc je leur dis souvent en consultation, ne me prenez pas au mot, ni moi ni personne, faites le test, essayez, tirez-en vos propres conclusions. D'une part parce que ce qui est vrai pour moi ne le sera pas forcément pour vous, et aussi et surtout parce que c'est dans l'expérience que vont naître les réponses et que les doutes vont s'évanouir. Et je crois vraiment que quand on se reconnecte à cette puissance infinie que j'évoquais tout à l'heure, et qui est nécessairement en chacun de nous, puisqu'on est en vie, eh ben on redevient sa propre autorité et on cesse de chercher validation auprès de figures extérieures. Alors je crois que c'est pas mon boulot à moi de les convaincre de quoi que ce soit, mais mon boulot, c'est de leur dire que je serai là à leur côté pour les encourager à se relever s'il y a des chutes éventuelles et à se réajuster autant de fois que nécessaire, et qu'à chaque pas, ils se rapprochent, elles se rapprochent davantage de qui elles sont et de ce qu'elles veulent pour elles. Donc c'est sur ça qu'il faut se concentrer, je crois. Ouais. Ouais, je le sens bien, je le sens aussi. Et merci d'avoir dit ça, que finalement, je sais plus avec quel mot tu l'as dit, mais ce que j'en retiens, c'est que finalement, ça demande plus d'énergie de résister. Absolument. Et que quand on lâche et qu'on ramène du mouvement, de la transformation, du changement, oui, il faut une impulsion d'énergie pour avoir envie de changer, mettre des choses en place, mais en fait, de lâcher les résistances, ça redonne aussi de l'énergie pour créer autre chose. Tu sais, je crois qu'on le voit dans des exercices aussi simples que le fait de se tenir debout, pieds joints. C'est beaucoup plus difficile de pas se casser la figure en restant immobile que dans la marche.
En fait, on est fait pour continuer à évoluer et aller dans ce mouvement-là. On est fait pour, enfin, la marche, c'est pas autre chose que ce mouvement de balancier qui fait qu'on tombe et qu'on se rattrape et qu'on tombe et qu'on se rattrape, et que c'est dans cette chute perpétuelle qu'on trouve finalement un mouvement dansé, une fluidité, et donc une forme de stabilité. C'est beaucoup plus facile de faire ça que de rester les bras tendus le long du corps, les pieds joints, et essayer de trouver l'équilibre. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à quelqu'un qui ose pas, qui est là, à pieds joints, en train de résister, et qui cherche comment y aller, tu sais, comment oser. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Je pense que je lui dirais de prendre conscience qu'il ou elle a en lui ou en elle exactement la même magie que celle qui fait tourner la terre, que celle qui fait fleurir les jardins au printemps. Et donc, je l'inviterais à faire confiance à cette force de vie qui sait déjà tout. Ouais. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si tout le monde suit ce chemin d'apprendre à écouter ses vrais besoins et puis d'apprendre à sortir du mental et revenir dans cet espace de l'observateur, l'observatrice, euh, et accueille la fluidité dans sa vie en fait. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer à l'échelle collective? Je pense que si chacun retrouve en lui cette force et cette harmonie, nécessairement, il l'honorera et il la respectera en lui et en l'autre. Et donc, nécessairement, on arrêtera de chercher à l'extérieur pour son bonheur, pour sa guérison, parce qu'on réalisera que tous les éveillés du monde enseignent la même vérité, qui est qu'on a déjà en nous toutes les réponses. Et donc, je pense que si demain, tout le monde fait ce pas-là, c'est... Sans mots, sans voix. Ouais, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. En fait, c'est déjà là. Il suffit d'oser s'écouter et d'oser ensuite se donner ce qu'on aura perçu qu'il nous manquait. Ouais, j'ai hâte. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a autre chose qui te tient à cœur de partager? Je crois que c'est important à l'heure actuelle. J'en ai parlé, hein, mais dans une époque où on va vers de plus en plus de privation, de liberté, de cultiver en soi cette liberté intérieure, cette stabilité intérieure, de manière à pas tomber dans les pièges qu'on nous tend, et de manière à se sentir plus en sécurité et plus fort face aux Manipulation? Oh mais c'est exactement le mot que j'avais en tête. Je le sortais pas. C'est exactement le mot que j'avais en tête. Tu sais, j'ai écouté une vidéo de Mika Deniso ce matin. C'est un coach en ligne. Il habite à Bali. Il fait des vidéos depuis le début de ce qui se passe, la crise. Et il disait qu'il avait de la compassion pour les personnes qui sont pas équipées aujourd'hui, qui sont pas équipées pour leur sécurité intérieure, pour la capacité de discernement, etc. Et qui se laissent happer par des messages extérieurs et complètement dilués là-dedans, sans savoir quelle est leur vérité et quelle est leur là où ils ont effectivement la main en termes de choix, en termes de choix pour leur vie en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus cet espace-là. Alors qu'il est toujours là, comme tu disais, tout est là. C'est pour ça, je crois qu'il faut
cultiver son autorité intérieure, aller connecter en fait avec ce gourou intérieur qui sait tout, pour ne plus remettre son pouvoir à un monsieur en blouse blanche, à un monsieur avec un micro, ou un monsieur ou une femme d'ailleurs. On a eu cette discussion, toi et moi, plus tôt dans la semaine, sur le fait que il y a eu, je ne sais pas quand sortira le podcast, mais il y a eu la semaine dernière ces annonces du président vis-à-vis du pass sanitaire. Et on évoquait ensemble le fait qu'à l'heure actuelle, ces annonces, elles n'ont été soutenues sur le plan juridique pour l'instant par aucune décision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi. Les annonces qui ont été faites, quand elles ont été faites, elles n'étaient pas encore passées en Conseil d'État, elles n'avaient pas encore été votées ni par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat, et encore moins validées par le Conseil constitutionnel. Et donc, on avait en face de nous un président qui nous annonçait des mesures comme des vérités, comme si elles étaient déjà en place, tout en sachant, lui, pertinemment qu'elles ne le sont pas encore. Mais ce qu'on s'était dit ensemble, c'est que c'était une partie de poker qui se jouait devant nous, et qu'effectivement, on avait quelqu'un qui regardait ses cartes et qui nous annonçait un carré d'as, tout en sachant, lui, pertinemment que son jeu, il vaut pas grand-chose. Mais ça a suffi en face pour qu'il y ait des millions de Français qui, du coup, posent leurs cartes, passent leur tour et s'avouent vaincus. Et donc, c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de redevenir sa propre autorité et de questionner ce qu'on nous présente comme des vérités absolues pour pouvoir faire des choix qui sont éclairés. Parce que je le redis, mais cette liberté de choix, on l'a en chacun de nous. Et c'est important pour pouvoir l'actionner, de se questionner, d'aller chercher les informations. Et ensuite, chacun est libre de prendre les décisions qui lui appartiennent. Aujourd'hui, il ne s'agit pas, je crois, de dire qui a tort, qui a raison. Mais il s'agit de ne plus se laisser dicter sa conduite et de s'interroger sur les raisons pour lesquelles on fait les choses et de faire ce qui est juste pour soi. Ouais. Et ça, c'est vraiment pour moi une évolution de l'humanité. C'est vraiment quelque chose de... On arrive à un point où on a les connaissances spirituelles. On a pour beaucoup l'expérience du spirituel parce qu'on a cherché, on a fait des retraites, on a vécu des expériences de transformation. Et ben, je crois que c'est vraiment une grande initiation spirituelle qu'on est en train de vivre. Faites-vous confiance, vous savez mieux. Vous savez mieux que n'importe qui d'autre. Ouais. Qui est juste pour vous. Et ce qui est juste du coup pour le monde. Excellent. Merci. Merci pour tout, Oriane. Comment on te trouve si on veut te contacter, entrer en contact avec toi, éventuellement te consulter en naturo et tout ça, comment on te trouve? Alors, j'ai un site internet, orianejurado.com, c'est très simple. Je ne suis pas sur Instagram, mais j'ai encore une petite page Facebook qui me sert de temps en temps. Donc, si pour vous, les réseaux sociaux sont importants, il y a cette porte d'entrée-là qui est possible aussi. Super. Tu apprends à respecter ce que t'aimes pas. Je trouve ça top. On n'est pas... Ouais, c'est pas évident aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont sur plusieurs réseaux parce qu'ils croient qu'ils doivent y être. Et toi, tu as fait un choix. C'est bien pour ta santé mentale. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, Instagram, c'était quelque chose qui m'éloignait de ma présence et qui m'empêchait d'être consciente au quotidien. J'avais l'impression, en fait, de perdre des minutes et des heures de vie. Et c'était pas vraiment aligné avec ce qui est important pour moi aujourd'hui. Ouais, bah, c'est parfait comme ça. Donc, site internet à ton nom, Oriane Jurado. Ou Facebook, Oriane Jurado, naturopathe. Parfait. Merci beaucoup. Très bien. Merci pour tout, Oriane. Merci pour ces vibes. Ça m'a beaucoup apaisé cet épisode. J'espère que vous aussi qui nous écoutez, ça vous aura aidé. Merci. Merci à toi. Merci à toi pour tous les rôles que tu as joués dans ma vie.
et que tu continues de jouer dans la mienne et dans beaucoup de vies, je le sais aussi. Donc merci pour ta lumière. Merci, on a une grande team. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!